Ok, alors maintenant, nous allons commencer la partie qui est le sujet principal de la réunion. Et donc, on va demander à Alain Pavy, qui est chirurgien, l'ancien chef de service de la Pitié, et qui a l'expérience de l'observation des valves, non seulement dans la pratique, mais également dans l'étude des dossiers des cas cliniques sur une expertise de grande envergure concernant un médicament. Bien, clairement, je ne vais pas être aussi amusant que le précédent orateur, et ça va être un tout petit peu plus terre-à-terre. L'événement du médiateur nous a confrontés à un nombre de dossiers de chirurgie cardiaque, en laissant la partie pulmonaire à nos amis, mais où le compte-rendu pouvait a priori être un juge de paix ou tout au moins donner un certain nombre de renseignements importants. Mais on s'est aperçu, alors que dans notre petite spécialité peu nombreuse, nous étions persuadés que nous étions absolument parfaits, ce qui paraît le défaut chirurgical majeur que l'on a tous, et on s'est aperçu que c'était loin d'être terrible. Et je vais essayer, dans ces quelques diapositives suivantes, de vous faire part d'un certain nombre de dérives et de choses qui ne font pas faire. Alors c'est quelque chose de parfaitement réglementé. On est censé mettre le compte-rendu opératoire dans un cahier numéroté et dans nos blocs opératoires. Et le compte-rendu opératoire est un compte-rendu opératoire. Ce n'est en aucun cas le dossier médical. C'est encore moins le compte-rendu d'hospitalisation. C'est pas là où on fait les prescriptions. Et ça ne peut pas tenir lieu de lettres au correspondant. Alors, une fois que tous ces autres éléments étant des éléments médico-légaux, également très importants, mais chacun a sa place et son format particulier. Alors, le compte-rendu, ça, généralement, c'est pas oublié, on sait où c'est fait. On a le nom du patient et sa date de naissance, on a la date de l'intervention, et on a les différents protagonistes. Chirurgien anesthésiste, il n'y a rien de très surprenant. On a en plus en chirurgie cardiaque le perfusionniste. Le compte-rendu opératoire, il doit comporter deux titres. Un titre de diagnostic opératoire, ce pourquoi on opère le malade, et brièvement ce qu'on lui fait. Mais ce n'est que le titre. Ce n'est pas le lieu de faire des rappels cliniques, parce que généralement, ces rappels cliniques, on met ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la valve ou les choses comme ça, on oublie qu'ils sont diabétiques, on oublie qu'ils sont insuffisants rénaux, et l'avocat de la partie adverse a beau jeu de vous dire « mais vous avez oublié, vous n'avez pas mis ça ». Le meilleur moyen est de ne rien mettre du tout, et de mettre que le diagnostic et le traitement, et de laisser une observation clair. Or, il y a beaucoup d'endroits où on a l'impression qu'il y a confusion des genres. Alors après ça, le compte-rendu opératoire, il doit décrire un peu l'intervention telle qu'elle se déroule en pratique, où, quand, qui, pourquoi, comment, et on va regarder ça un tout petit peu en détail. Alors, le premier lieu, mais ça c'est pas propre à la chirurgie cardiaque, c'est la voie d'abord. Et bon, chez nous, on est assez simplet, c'est dans 95% des cas, la sternotomie, c'est simple. On va avoir besoin d'une circulation extracorporelle et généralement avoir un petit chapeau de présentation du matériel du type de CEC et de dire si on fait ça avec du chaud, du froid et comment on protège le cœur, c'est quand même quelque chose d'important. Parce que si, par hasard, à la fin de l'histoire, ça ne repart pas, c'est quand même bon de savoir comment on a protégé le cœur. Et il y a des notions absolument indispensables, on y reviendra, qui doivent être bien marquées. Le temps de clampage aortique, malgré tous les progrès que l'on a faits, le seul facteur qui reste et qui apparaît, c'est le temps de clampage aortique. Plus c'est court, meilleur c'est. La durée d'assistance et la durée totale de CEC. Puis la logique, c'est de décrire
ce que l'on voit, et la première chose qu'on fait quand on a ouvert le sternum, on ouvre le péricarde et on a le cœur devant soi, et c'est pas du luxe de décrire les différentes cavités, leur volume, la contractilité des ventricules droit et gauche, et donner des renseignements importants. Si vous avez un cœur qui a une fraction d'éjection très basse et qui est mollasson, ça vaut le coup de le dire d'emblée, parce qu'il y a de fortes chances que vous ayez à en reparler à la fin de votre compte rendu opératoire. On va faire, dans la majorité des cas, une intervention sur circulation extracorporelle. Je l'ai mis pour les valves, mais c'est exactement la même chose pour les autres types de chirurgie. Il faut dire comment on canule, si on canule les deux veines caves, si on met une canule à trio cave, ce qui est le plus fréquent, et dire la canule aortique, où on la met. Et comme on opère des gens de plus en plus vieux, on a tendance à canuler de plus en plus haut sur la crosse aortique, c'est important. Ça permettra éventuellement d'expliquer s'il y a des troubles neurologiques, le pourquoi du comment. Ça ne veut pas dire que c'est une faute, mais c'est comme ça qu'on était obligé de choisir le lieu. Si on met une décharge, c'est bien de le dire. Et après ça, si on rentre dans le cœur, c'est bon pour les valves, pour la chirurgie de la aorte, il faut décrire la voie d'abord intracardiaque, si c'est une aortotomie, si c'est une orachéotomie gauche, si c'est une transseptale entre l'oreille droite et l'autre. Et puis on va arriver pour les valves, on va arriver sur l'orifice qui nous intéresse. La fréquence de la chirurgie, c'est la valve aortique. Il y a 40 000 interventions de chirurgie cardiaque, il y a 12 000 valves aortiques et il y a 3 000 chirurgies mitrales, moitié réparation, moitié remplacement valvulaire. Il faut décrire les valves. S'il y a 3 sigmoïdes, c'est normal, mais la bicuspidie est quelque chose de plus en plus important à décrire. Il faut décrire comment est la valve et les calcifications, savoir si elles sont que sur la valve, si elles sont sur l'anneau, s'il y en a sur l'aorte, c'est quelque chose d'important. Et la bicuspidie doit être décrite. Et souvent, on vous dit bicuspidie, mais vous ne savez pas si c'est une grande valve entre la sigmoïde droite et la sigmoïde gauche. Maintenant, il y a une classification. Il paraît logique de décrire correctement les lésions. Ça permet de savoir éventuellement et de comprendre pourquoi, par exemple, on a fait un geste sur l'aorte associée et pourquoi on a fait, je sais pas, un remplacement total de l'aorte ascendante. Si on a des descriptions, tout le monde parlera de la même chose. Si c'est une fuite, décrire les sigmoïdes et voir laquelle le prolabe. Si on est dans un climat d'infection et d'endocardite, il est important de décrire les végétations, mais éventuellement les abcès au niveau de l'anneau aortique, au niveau du septum, c'est quelque chose d'important. Puis, si on est sur une valve aortique, on retirera la valve, il n'y a quasiment pas de réparation de valve aortique. On va poser une valve soit mécanique, soit biologique. C'est pas inintéressant de savoir quand même brièvement quel type de suture est faite. Ça peut avoir des conséquences sur l'explication d'un certain nombre de complications post-opératoires des insertions. Puis la chirurgie associée existe, il faut décrire les autres gestes associés, éventuellement de pontage, éventuellement sur l'aorte ascendante. Et on revient à la CEC de nouveau, puisqu'il y a une partie dans cette chirurgie qui est une partie hémodynamique qu'on partage avec les anesthésistes, mais la chirurgie cardiaque est quelque chose de répréhensif pour la loi, puisque c'est un ménage à 3 entre l'anesthésiste, le perfusionniste et le chirurgien cardiaque, et en particulier pour la pose de la CEC, et on y reviendra tout à l'heure. Sur la valve mitrale, il faut décrire de la même façon, mais de temps en temps, on est amené à réparer la valve. On se fait aider souvent maintenant d'un échotrososophagien péropératoire qui permet d'avoir une idée de l'état juste avant l'intervention et à la sortie de CEC, voir comment ça marche. Ça peut être soit décrit dans le compte-rendu opératoire, soit faire l'objet
d'un compte-rendu séparé s'il y a l'intervention d'un cardiologue qui descend en salle d'opération. Souvent, c'est l'anesthésiste. Et à ce moment-là, on s'est retrouvé à la fois pour le chirurgien, pour expliquer par exemple qu'il va repartir en CEC et qu'il ne va pas se contenter de sa plastique qui fuit et qu'il va changer la valve. Et ça peut être décrit également par les anesthésistes. La valve tricuspide, on va passer vite. Et on voit clairement dans un exemple de compte-rendu que là, on décrit bien quand on ouvre l'oreillette gauche, on ne sait pas par où, mais c'est déjà pas trop mal. On explore la valve mitrale et c'est décrit succinctement, mais relativement bien. Mais on aimerait bien avoir une description de la grande valve, de la petite valve, de l'appareil sous-valvulaire un petit peu plus précis et décrit, par exemple, si c'est le médiateur, avec soi-disant des choses qu'on devrait avoir vues. On nous annonce un taux de mortalité pas possible, c'est pas l'impression qu'on a tous les chirurgiens, et on comprend pas tout. Sur la valve aortique, vous voyez bien qu'à bord de la valve aortique, exérèse de celle-ci en totalité, circuler, il n'y a rien à voir, et si on vous demande votre avis, vous allez être bien avancé. Et donc, pas de description des lésions. Certes, on a 12 points en nu, c'est vachement bien. Les points en nu, c'est bien qu'on sache s'il y a une suture de points en nu, mais ça serait bien qu'il nous ait décrit à quoi ressemblait la valve. La protection myocardique, c'est pas trop mal, et c'est dit en plus par quel côté ça a été fait. Dans la racine de l'aorte, c'était un compte-rendu à l'époque où on voulait passer par le sinus coronaire, mais ça a été globalement à peu près abandonné. Et là, c'est un autre compte-rendu. On décrit bien qu'on passe à travers l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Et là, on vous décrit un tout petit peu une valve mitrale restrictive, atteignant les cordages de la petite valve et de la grande valve. Donc on comprend qu'on aille faire un remplacement valvulaire mitral et non pas un geste de réparation. Ça paraît cohérent, mais si on n'a pas les renseignements, on ne sait pas pourquoi il fallait faire une réparation ou un remplacement. La chirurgie coronaire, la chirurgie coronaire, elle évolue. Avant, c'était des pontages Safen, c'est en train de disparaître de plus en plus, mais il faut quand même savoir où est-ce qu'on a prélevé le greffon. Je sais bien qu'on peut examiner les malades, ça disparaît, mais généralement il y a des incisions. Quand on est passé par là, on peut savoir à peu près ce qu'on a décrit, mais c'est bien de savoir quand même quel était le conduit. Si la veine Safen était merdique, on n'est pas surpris qu'elle soit bouchée 10 ans après. Et l'évolution à l'heure actuelle, c'est d'utiliser beaucoup plus des mammaires internes squelettisés. On fait, un certain nombre d'entre nous, des montages avec des Y, des T, comme on veut. Il faut les décrire pour essayer de comprendre comment a été fait la revascularisation du malade. Ça, c'est des choses importantes. Et à la fin de l'intervention, et ça peut être... il est important de montrer la reprise de l'hémodynamique. Mais il n'y a pas que le compte-rendu opératoire. Il y a des tas d'autres choses maintenant, légaux, qui encadrent la chirurgie, qu'elle soit cardiaque ou autre. Et il y a la checklist qui est essentielle, qui doit être faite, qui est en complément du compte-rendu opératoire. On a un certain nombre de documents qui restent au bloc opératoire. Pour la chirurgie cardiaque, il faut obtenir une vraie feuille de CEC avec les débits et la continuité de la CEC. Si vous avez des accidents vasculaires cérébraux à la sortie, un mauvais réveil, c'est important de savoir si votre pression artérielle a été maintenue et un débit correct pendant toute l'intervention. On peut avoir des systèmes de surveillance comme le BIS pour voir la perfusion. C'est pas un électroencéphalogramme, mais ça donne des arguments, en tout cas, de dire que vous avez surveillé votre malade correctement. Et ça, je crois que c'est absolument essentiel, en tout cas, à demander dans nos expertises que l'on ait ces éléments-là. Et pour l'anesthésie, comme dans n'importe quelle intervention de chirurgie, il faut savoir comment ils ont endormi et quelle est la méthode. Mais en plus, il faut, quand l'hémodynamique est difficile et qu'il faut aider ces cœurs avec des drogues, voire avec des machines, et on sort de plus en plus de malades avec des ballons de contre-pulsion, des ECMO et des choses comme ça. Et quand on fait des techniques un peu particulières, il faut les décrire pour qu'on puisse comprendre la gravité du malade et les complications éventuelles qui vont s'en suivre. Voilà ce rapide tour d'horizon
pour dire qu'il faut qu'on soit vigilant et que l'on améliore la qualité de nos comptes rendus opératoires si on veut pouvoir se défendre face à des demandes légitimes des plaignants. Voilà, alors le professeur Alain Artigue va faire les commentaires. On va être un petit peu plus généraliste pour nos amis magistrats et avocats qui sont présents. Donc le compte-rendu opératoire est une obligation, ça fait partie du dossier médical. Ce compte-rendu opératoire doit être daté et signé. Si l'opérateur principal le signe, c'est lui qui est censé avoir réalisé l'intervention et donc prend en charge la responsabilité de l'intervention. Attention, parce que si nous sommes au pénal et que le juge d'instruction interroge le personnel soignant, les penseuses avant les chirurgiens, et que la penseuse dit que finalement le professeur Dupont n'était pas dans la salle d'opération, mais il était au golf où il faisait de l'avion, c'est sûr que le compte-rendu opératoire dicté et signé par le professeur Dupont pourra faire débat. Mais c'est des cas quand même un petit peu plus rares. Mais dans le cas général, le compte-rendu opératoire ne doit pas être redicté, ne doit pas être modifié par les ordinateurs, parce que maintenant, on a parlé autrefois des fameux cahiers de blocs opératoires qui sont dans nos armoires et qui sont complètement... on peut même plus les consulter tellement ils sont vieillis et remplis de poussière. Donc maintenant, ça sera l'informatique. Mais n'oublions pas qu'avec l'informatique, on sait exactement à quelle date le compte-rendu a pu être changé, même si on a modifié une phrase. Donc il faut faire attention, parce que si, lors d'une expertise, l'une des deux parties montre un compte-rendu opératoire qui ne colle pas avec celui de l'autre partie, là aussi il faudra discuter. Ensuite, le compte-rendu opératoire doit être bien décrit, toutes les constatations. Malheureusement, on a des comptes rendus opératoires type, intervention sur la prostate, boum, ça va tout seul. Si jamais l'opération se passe mal, alors que le compte rendu avait montré un déroulement tout à fait normal, c'est à l'expert d'aller regarder s'il y a eu 3 transfusions de culots globulaires, si l'opéré a été repris 3-4 fois après, et s'il y a eu une fausse route ou s'il y a eu des plaies de la vessie ou autre. Donc il faut quand même que l'opérateur ne se contente pas, s'il y a eu un problème technique péropératoire, sur le compte-rendu opératoire type. C'est mal vécu de dire volumineux adénome de prostate de plus de 100 grammes, et puis vous regardez la page suivante du dossier, l'anapathe répond adénome de 10 grammes. Bon, alors, soit il en a laissé 90, soit l'indication d'adénomectomie voix haute était mauvaise et il fallait faire une résection. Donc déjà, on est dans l'expertise sur l'indication opératoire et surtout sur la technique. Donc, pour résumer, compte-rendu opératoire obligatoire qui décrit les lésions et qui dit ce que l'on fait avec le nom, la date. Et puis, on a encore certains collègues, notamment dans ta spécialité de l'ouest de Paris, qui ne font pas ou qui ne veulent pas faire certains comptes rendus opératoires. Et quand on est devant les tribunaux, le tribunal administratif, on représente la PHP, on n'a même pas le compte rendu opératoire d'un patient opéré il y a plus de 2-3 ans. Enfin, ça, c'est des cas uniques, mais il faut faire attention et garder ce compte rendu opératoire dans ses archives. Normalement, il doit être gardé dans les 20 ans. Donc, vous voyez, il faut encore le garder pendant un certain temps dans nos archives. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Oui, M. Caton. Merci beaucoup. Le compte rendu opératoire en orthopédie est un document qui est fondamental parce que quelque chose qui n'a pas été évoqué ici, c'est le problème de la reprise chirurgicale. Et en orthopédie, on met du matériel, on met des dispositifs médicaux. 20 ans après, quand on reprend une prothèse, si on ne sait pas qui est le fabricant, quel est le type de prothèse qu'on a mis, on n'a pas le tournevis, on n'a pas le bon matériel, on se retrouve dans des situations inextricables. Donc il y a à peu près plus de 10 ans, je pense que c'était toi qui étais président de l'Académie à ce moment-là, on a commencé à faire un compte rendu opératoire type en orthopédie, notamment, par exemple, je pense qu'il y a des comptes rendus qui doivent être évalués en fonction du type d'intervention pour une prothèse, pour une ostéosynthèse dans notre pratique, par exemple, et qui doivent comporter un certain nombre d'items. Je crois que c'est important parce que finalement, le document opératoire, qu'est-ce que c'est? C'est le seul document qui reste 20 ans après.
Parce qu'aller retrouver un dossier aux archives de l'hôpital 20 ans après, je pense que d'abord il a pu disparaître, ou il y a eu une inondation dans les caves de l'hôpital, il a disparu. Donc ce document, il est soit chez le médecin traitant, soit chez le patient. Et on a besoin d'avoir un certain nombre de choses. Je pense que chaque type de compte-rendu pour chaque spécialité doit faire l'objet d'une évaluation avec la Haute Autorité de Santé. Nous, c'est ce que nous avons fait lorsque nous avons fait le compte-rendu opératoire type pour une prothèse totale de hanche à ce moment-là. Et dans le cadre de la gestion des risques avec les organismes agréés d'accréditation, nous, un des premiers facteurs, enfin, des premiers items d'accréditation, c'était de sortir 20 comptes rendus opératoires de prothèse et de regarder si tous les items étaient bien remplis. Et je pense que ça, c'est un élément fondamental. Et puis une chose qu'il faut maintenant faire apparaître sur le compte rendu, est-ce qu'on a fait la checklist ou non? Et est-ce qu'on a fait le time-out dans la checklist? Parce que dire on a fait la checklist, ça ne veut rien dire. Hein. Si on n'a pas fait le time-out, si on s'est trompé de côté, voilà. Donc je pense que c'est un document qui est très important et qu'il faut prendre au sérieux. Dans chaque spécialité, il est différent. Ce qui m'étonne un peu, c'est qu'apparemment le cahier de compte-rendu opératoire a disparu. On se base que sur l'ordinateur. Or, on peut oublier de faire à l'ordinateur un compte-rendu opératoire. Moi, je pense que le cahier de compte-rendu opératoire avec des pages numérotées était dans le passé très utile. Alors, il y a un intermédiaire, si vous permettez, entre l'informatique et puis le cahier, qui est le dictaphone. Actuellement, il s'est passé directement, les chirurgiens dictent tout de suite dans un dictaphone. Oui, au dictaphone. Ou la dictée numérique directement dans l'ordinateur sur les portables. Donc si vous voulez, maintenant, ça passe pas par l'informatique, par une secrétaire, ça passe directement par la dictée vocale ou la dictée numérique. Un petit peu un changement dans les méthodes. Mais ce qui... Monsieur Braille. Je ne partage pas totalement l'affirmation d'Alain Pavie concernant l'absence de résumé clinique dans un compte-rendu opératoire. Surtout à l'ère de l'informatique, où le résumé clinique, finalement, c'est l'état du patient avant qu'on commence. Donc ça peut être au plus simple le résumé de consultation avec l'indication opératoire. Il peut être complété en fonction des éléments qu'on a voulu compléter. Et surtout, comme on vient de le dire, ce document unique qu'est le compte-rendu opératoire va se promener chez le médecin traitant, va se promener chez le patient. Et quand on a du mal à retrouver le dossier dans un établissement, ce qui est très fréquent, on a au moins le minimum, d'autant plus que ce compte-rendu qui comprend le résumé clinique, le compte-rendu opératoire, peut être complété sous forme de compte-rendu d'hospitalisation. Et avec une feuille simple ou une feuille recto-verso qu'on peut remettre au patient, on aura quasiment tout le dossier médical. Il y a peut-être une... Oui, non, tout à fait. Peut-être pour la chirurgie cardiaque, Alain Pavie a raison, mais pour la chirurgie dite générale, viscérale ou orthopédique, il est important de faire un rappel des antécédents du patient, une description des lésions, ce qu'on avait prévu de faire et en fait ce qu'on a fait, parce qu'on a pu se convertir, on a pu démarrer en célio et ensuite partir ventre ouvert. Donc je suis tout à fait ce qu'a dit Philippe Breil. Pour ce qui est de l'informatique, c'est vrai que maintenant, les cahiers, malheureusement, ils ne sont plus remplis. Déjà, il y a 2-3 ans, les secrétaires tapaient les comptes rendus, elles les descendaient dans les blocs, ils étaient dans des piles comme ça. Personne ne voulait les coller dans ces fameux cahiers. Donc finalement... Aux États-Unis, c'est le rendement. Le chirurgien sort de salle d'op, il décroche le téléphone qui est à côté de la salle d'op et il dicte, peut-être au Vietnam ou ailleurs, n'importe où, aux Philippines, il dicte son compte-rendu opératoire en anglais qui est remis tout de suite dans les 4 heures au secrétariat auquel appartient le chirurgien. En France, on utilise les dictaphones, ils peuvent se perdre, ça peut être des bandes magnétiques, ça peut être des bandes numériques, mais en général, c'est sur dictaphone. Ceux-là sont retranscrits soit sur le bureau de la secrétaire, soit sur le bureau du chirurgien, et puis à ce moment-là, ça devient un outil informatique et une page informatique. Très bien. Excellent sujet. Merci à tous les deux.